Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le sparring partner des entrepreneurs. Yannick Oswald, partner chez Mangrove Capital. Normalement, comme on est un des investisseurs les plus grands, c'est notre responsabilité déjà de mettre le sujet sur la table. Après, on va en discuter avec les autres. Évidemment, je vais les appeler, je vais demander, je vais essayer de les convaincre, etc. Mais c'est surtout l'entrepreneur qui doit dire à la fin ce qu'il a envie de faire. Nous, on peut donner du conseil et ça, c'est tout le métier du VC. C'est pas notre boîte et on est juste là pour aider. Tombé dans le VC grâce à sa rencontre avec Fabrice Grinda, Yannick nous explique la manière dont il conçoit l'investissement en start-up. Fondé par les faiseurs de l'opération Skype eBay, Mangrove Capital gère plusieurs fonds investissant en start-up dans des secteurs variés en early stage. Nous parlons des investissements et plus spécifiquement des stratégies de cession de start-up et particulièrement celle de Wix. Volontairement à contre-courant, Mangrove mise sur des tendances année après année comme la Silver Tech ou encore la Health Tech. Yannick nous explique comment les gérants choisissent ces thèmes, comment ils explorent ces secteurs et investissent dans les sociétés. Enfin, il nous explique pourquoi Mangrove a décidé de créer une fondation. Il s'agit d'une fondation hébergée au sein de la Fondation du Luxembourg et les causes qu'ils soutiennent. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, salut Yannick. Salut Solène. Trop contente d'être au Bazar, mon QG, pour enregistrer cet épisode qui va parler de toi et puis de Mangrove Capital. Solène, merci beaucoup de m'accueillir ici au Luxembourg. Alors, je dois t'avouer que tu m'as fait découvrir le capital risque il y a 6 ans. Moi? Ouais. Ah, waouh. Ouais. Tu avais été invité à l'époque où j'étais dans cet incubateur de start-up Newco. Qui a depuis pivoté, mais qui formait des entrepreneurs en herbe. Et à la demande de Nicolas Vallès, tu étais venu parler de Mangrove et du capital risque. Donc je dois te remercier parce que tu as été le premier retour terrain que j'ai reçu. Waouh, c'est cool ça. Alors, en fait, toi, tu es arrivé dans le VC en 2015. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour d'expérience sur avant Mangrove ? Oui, avec plaisir. Donc, mon début dans la tech, je m'en souviens très très bien. J'étais en train de terminer mes études, c'était en 2012. Et dans le temps, je faisais un stage au Parlement européen. J'étais toujours passionné de la politique, etc. Je voulais toujours faire ça. Mais j'étais en train d'écrire ma thèse, je faisais mon stage en même temps. Je me disais, ce serait cool de faire quelque chose un peu plus énergétique, où je pourrais avoir plus d'impact sur la vie de tous les jours des gens. Et c'était par pur hasard que je voyais sur, je crois que c'était TF1, un reportage d'un entrepreneur français à New York. Et il parlait de la tech et les boîtes qu'il avait lancées. Je me disais, franchement, ça a l'air vachement cool. J'ai envie de faire ça. Ouais. Et donc, je le spammais pendant 2-3 mois. Et à un moment, il m'a répondu. C'était qui? Fabrice Grinda. Ah, c'est vrai, excellent. Il m'a répondu. Il est sympa de t'avoir répondu parce que tu ne devais pas être le seul. Il me répondait à un moment, il m'a dit, écoute Yannick, s'il te plaît, arrête, viens chez moi et on trouve quelque chose pour toi. Viens bosser avec moi. Excellent. Et du coup, j'ai fait ma valise, je me souvenais, c'était fin juillet et je suis allé. Et c'est comme ça, en fait, j'ai découvert le monde de la tech. Parce que À New York, alors? C'est ça. Dans Excellent. le temps, j'étais à Bruxelles, dans le Benelux, ni en France, il n'y avait pas vraiment grand chose encore. Ouais, génial. Alors, avant qu'on parle de tout ce qui t'intéresse toi dans la tech et des investissements que tu as faits, ça m'aurait intéressé qu'on parle de la façon dont Mangrove a évolué ces dernières années. Donc, avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer ce que c'est brièvement Mangrove Capital et puis revenir spécifiquement sur l'évolution de la thèse et notamment depuis le Covid. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai vu que ça avait quand même pas mal évolué. On vous voyait beaucoup sur la Silver Tech, la Health Tech et puis je trouve quand même que la thèse a évolué. Donc, est-ce que tu confirmes ce que je te dis ? Oui, tout à fait. Ouais. Oui et non. Donc, d'abord, Mangrove, donc, on est un fonds early stage, pan-européen et israélien. Ça veut dire qu'on investit partout en Europe et en Israël. Mangrove a été fondé en 2012 par Hans-Jürgen et Marc, qui sont aujourd'hui
toujours actif, et mes 2 partenaires. Au total, nous sommes 5 partenaires. Et notre équipe, on est plus que 15 personnes aujourd'hui. Et on a des bureaux donc, au Luxembourg, c'est notre base. On a un bureau à Tel Aviv, évidemment. On a des petits bureaux à Berlin et à Paris. Au total, on a levé 6 fonds. Le dernier fonds l'année passée. Toujours des fonds de 200 millions. Donc, on est assez discipliné là-dessus. Et on avait, je dirais, pas mal de chance en fait de tomber toujours sur des pépites dans chaque fonds qui ont drivé notre performance ces 20 dernières années. Et on espère en trouver plus dans le futur. Donc, il y a eu le Covid et il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment dans les modes de fonctionnement entre les équipes à Tel Aviv, en Europe. Est-ce que tu pourrais nous revenir sur ces moments-là et sur la façon dont la thèse a évolué? Oui. Nous, chez Mangrove, on est un fonds généraliste. Ça veut dire on regarde vraiment tout à part des hardware plays purs. Je dirais qu'on fait à peu près la moitié, c'est du B2B, la moitié, c'est du consumer. Et je dirais, en fait, je veux dire, ce que moi j'ai appris ces dernières années, la faute la plus grave qu'un investisseur puisse faire, c'est de ne pas rester ou d'être ouvert à toutes les idées. De se dire, en fait, non, je sais vers où le monde va. C'est jamais une bonne idée. Donc, rester ouvert à tout. Mais donc, comment on réfléchit par rapport à des thèmes qu'on aime bien poursuivre les années à venir? Donc, chaque année, en fait, on a un off-site. On demande à chacun de l'équipe de présenter des secteurs, des thèses, etc., qu'ils jugent pertinents. Ils présentent ça à toute l'équipe et on en discute. Si le reste de l'équipe partage le même sentiment, on se dit on va s'y pencher un peu plus et on va creuser. Et je dirais... C'est comme une mode que tu lances? C'est ça, une tendance pour l'année? Oui, nous on la lance pas. On essaie de la trouver. D'accord. Non, mais c'est au sein des équipes. C'est le flavor de l'année. C'est ça. D'accord. Et je dirais, par exemple, la santé, on a lancé ça en 2015-16. On a fait beaucoup d'investissements dedans. Silvatech, on a fait tout ce qui est data. On continue à faire des investissements, c'est que le début, etc. Donc on a plusieurs thèses. C'est important, ça ne veut pas dire qu'on investit seulement dans ces secteurs-là. D'accord. Non, on reste ouvert à tout. C'est juste que là, je dirais les entrepreneurs ont un peu moins de boulot quand ils nous parlent, parce qu'on croit s'y connaître un peu. Maintenant, Covid, qu'est-ce que Covid a changé? Donc les deux choses, je dirais la première chose, c'est que les tendances comme la santé, etc., ça reste, et l'espace, everything space related, etc. Donc ces secteurs continuent à se développer et ne sont pas tellement impactés, pardon, pas la santé, mais space, data, etc. D'un autre côté, il y a des secteurs qui ont été accélérés. Donc, je dirais, la santé accélérée, EdTech, tout ce qui est l'éducation, on a vu une énorme accélération. C'est juste parce que les gens ont été forcés à adopter en fait un autre mode de communication qui est digital, avec les différents secteurs. Et donc là, dans quelques secteurs, on voit un reversal to the trend line, je dirais en e-commerce, etc., mais le trend continue. Ouais. Mais je dirais, ces secteurs comme education, technology, healthcare, on a vu une énorme accélération et ça va maintenant continuer en fait assez fortement. Et dans votre mode de fonctionnement en interne, est-ce que les choses ont évolué? Donc comment nous on fonctionne? Notre modus operandi, c'est que toutes les 2 semaines, on se voit au Luxembourg, tous en personne. Ok. Maintenant, ce qui s'est changé, je dirais, parfois, on remplace une réunion par une réunion Zoom où on se voit à un autre endroit. On se retrouve tous à Tel Aviv. Je dirais donc, on bouge encore plus. On voit les photos d'ailleurs sur Twitter. Ça a l'air fun. Oui, c'est toujours fun. C'est ça le but. Et je dirais, l'autre point, je crois qu'on est devenu un peu plus rapide. Ça veut dire qu'on fait plus de réunions. Donc souvent, on doit prendre une décision rapidement. On se dit, allez hop, on va tous sur un Zoom et on prend la décision directement. Donc tout s'est accéléré un peu. Ok, alors dernière chose, en ce qui concerne les différentes thèses que tu as mentionnées tout à l'heure, la question que je me pose, c'est quand on est généraliste comme ça, comment est-ce qu'on peut aussi rapidement
emmagasiner de l'information, de la donnée sur le secteur en question, parce que tu parles de la health tech, c'est extrêmement large la health tech. Comment c'est pertinent à chaque fois que vous avez un deal, vous sentez qu'il y a une forme de traction, etc. Est-ce que vous vous entourez d'advisors? Comment vous êtes organisé pour que les questions que vous posez aux entrepreneurs soient complètement à propos et on va dire laser focus sur les quelques minutes ou heures que vous avez d'échange avec ces entrepreneurs? Donc, je dirais, peut-être là, je pourrais diviser ça en deux. Première chose, comment nous, on analyse des boîtes, c'est quoi notre framework. Et la deuxième chose, comment on fait en sorte qu'on soit apte à les analyser. Donc, première chose, donc, quand on a une boîte, nous, on a quelque chose en interne, je facilite un peu, c'est ce qu'on appelle the package. Ça veut dire on regarde 5 choses. Numéro 1, c'est l'équipe. Ouais. Et est-ce que ces gens-là, ils exécutent bien? On croit qu'ils vont exécuter bien. Est-ce qu'ils sont des bons storytellers? Est-ce qu'ils arrivent à raconter une histoire qui fait bouger les choses, leur permet de recruter des gens, lever de l'argent, parler à la presse, etc. Est-ce qu'ils ont quelque chose de magique, si tu veux? La deuxième chose, c'est le marché. Donc, nous, le modèle du venture capital, c'est d'investir dans des pépites qui vont valoir plusieurs milliards, idéalement. Et donc, on réfléchit toujours à un marché. Voilà, le marché, je dirais, mon modèle mental, c'est un marché de 10 milliards, 100 milliards ou un trilliard. Ouais. Et après, quelle est une pénétration que cette boîte, si tout se passe de façon moyenne, puisse achever. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est les produits. Et ça, c'est probablement le plus important chez nous. Si je le traduis, ce sont des produits épiques, des epic products que nous, on recherche. On en croit vraiment, si les gens utilisent ça, ça a vraiment un impact sur la vie de tous les jours. Et ça, en B2B et en B2C. Voilà, c'est des métriques que nous, on aime bien regarder, tout ce qui est usage, etc. On se fiche un peu des revenus au stade où nous, on investit. Ouais. Mais on veut vraiment... normalement, on arrive à... Si le produit est bien, on trouve une façon de générer des revenus. Donc là, on met un énorme focus dessus. Et après, traction et modèle économique. Parfois, les boîtes, ils ont déjà de la traction. Parfois, elles n'ont pas encore de traction. Et donc, si elles n'ont pas encore de traction, par exemple, c'est de comprendre, est-ce que ce modèle économique fait du sens et ça peut marcher. Et là, on utilise des analogies, on utilise ce qu'on a vu dans le passé, mais on est très ouvert, en fait. Mais donc, on essaie avec l'entrepreneur de comprendre ça. Et finalement, c'est évidemment un deal qui fait du sens pour nous. Je dirais, moi, quand je parle avec un entrepreneur, j'ai toujours, notre ambition, c'est de faire 3 fois jusqu'au prochain tour. Et peut-être on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais ça doit être notre ambition. Peut-être on fait plus, ça arrive aussi. Et ça, c'est assez facilement, on peut baser notre business plan, le montant qu'il veut lever, la valo, etc., tout là-dessus. Et c'est une discussion assez sympa. Maintenant, avec les secteurs, si je parle, donc il y a plusieurs choses. Numéro 1, nous, on passe beaucoup de temps dedans. Donc, on croit savoir ou comprendre quelque chose. La deuxième chose, c'est de... Et tu lis, quoi? Tu fais comment? On lit et on parle beaucoup aux gens. Tu as des analystes qui te pondent des notes? Non, on le fait tous nous-mêmes. D'accord. Et donc, je dirais collectivement, normalement, quand il y a une boîte, je dirais là, un de mes collègues, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans tout ce qui est space. Et donc là, un de mes collègues a une boîte qui a l'air intéressante. Il me l'a envoyé, il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Et moi, je vais moi-même me faire une opinion, mais je suis demandé à je dirais, les 2-3 entrepreneurs qui sont assez balèzes dans le secteur pour me dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Ouais. Et donc, c'est interne et externe. D'accord. Mais ce qui est important, c'est vraiment l'échange. Que dans l'équipe, ça bouge assez rapidement. On s'appelle assez rapidement dès qu'il y a quelque chose d'intéressant dans une boîte. Ouais. Mais in fine, chaque boîte, à la base, il y a toujours ces 5 facteurs qui doivent coller en quelque sorte. Quelques-uns au moins. Parfois, il n'y a pas les 5, mais au moins quelques-uns de ces facteurs.
Alors moi, je suis quand même assez impressionnée par votre portefeuille. Vous avez quand même des licornes, pas mal. Et je pensais à Wix parce que c'est une des premières que j'avais identifiées dans votre portefeuille il y a déjà pas mal d'années. Alors toi, tu n'étais pas là quand ça a été sourcé encore. Moi, j'étais pas là. Alors du coup, tu peux en prendre une autre. Je pensais à J'avais Wix. le plaisir de passer beaucoup de temps avec les fondateurs. Et j'ai appris beaucoup d'eux. Ouais. Mais Ouais, donc Wix, pour ceux qui connaissent, tout le monde connaît, non, je pense. Un CMS qui est créé en Israël. en Israël, Ouais. c'était, je dirais, la première grande success story de la tech israélienne. Et c'est ça, c'est très sympa parce que les fondateurs, ils ont les pieds à terre et ils réinvestissent beaucoup dans l'écosystème aussi. Ouais. Donc, ils ont tous fait l'armée. Ils ont ensemble, tous, oui, évidemment, ouais. ils se Pas connaissent. tous d'ailleurs. Tous les entrepreneurs israéliens. Ils se connaissent tous, bien sûr. Mais je dirais, Wix est spécial, c'est numéro un, c'est la culture. Ouais. Comme j'ai dit, c'est une organisation qui est assez flat. Elle est organisée de façon que chaque équipe est gérée comme un business indépendant. Ouais. Chaque équipe a son PNL et donc ça crée une culture entrepreneuriale, même avec autant d'employés qu'ils ont aujourd'hui. Mais la deuxième chose, je dirais, au niveau du produit, on en parle beaucoup en interne, c'était évidemment un marché énorme, mais c'était un pain point qui était très très clair. Ça veut dire que dans le temps, il fallait payer 25 000 $ ou euros pour faire un site web. Et donc eux ils sont venus, on va le faire gratuitement. Ouais. C'est d'ailleurs pas leur première idée. Ils avaient lancé un jeu, je crois. Et après, ils ont réalisé, punaise, pour faire un site web, c'est vachement difficile. Ça fait aucun sens. Pourquoi on se lance pas là-dedans? Ouais. C'était un marché évidemment énorme. C'est pas un marché, c'était pas comme Skype ou tous ces produits extrêmement viraux. Non, il fallait investir en marketing. Ouais. Mais ce qui est la beauté avec le modèle de Wix, c'est qu'une fois tu te fais un site avec Wix, tu restes avec eux pour très longtemps. J'ai eu très Et longtemps, donc- moi. J'ai utilisé pendant très longtemps. Je dois te Maintenant l'avouer. Non, j'ai pris Card qui coûte 5 $ par mois. Parce que c'est devenu quand même très cher, Wix. Oui. Non, mais je dirais que donc Wix, mais je crois que le modèle économique est assez intéressant parce que donc il y a la rétention dans ce produit. Et donc ça devient en fait en quelque sorte pourquoi les gens aiment bien les modèles SaaS en général. Ouais. Mais ici ça devient vraiment si vous voulez, genre une cash machine. Ça veut dire qu'au jour 1, on récupère presque l'argent qu'on a investi pour acquérir un client, on peut réinvestir dans la croissance. Et ça a pris du temps pour y arriver. Je crois qu'ils avaient besoin de 15 essais, même non plus, 20 essais pour trouver leur façon de monétiser un utilisateur. Mais quand une boîte arrive à ce stade-là, c'est juste magique en fait, parce que can grow, Tout roule. peut croître énormément. Et c'est pour ça en fait Wix, je crois que ça c'est par rapport au début, c'est quoi Mangrove? Je crois qu'il y a 3 choses qui nous différencient en quelque sorte. C'est qu'on est vraiment là pour le long terme. Ouais. Donc Wix, on a vendu la dernière part en 7 ans après l'IPO. Et Marc est toujours, mon collègue Marc est Il est au toujours board. sur le board. Ouais, c'est ça. Roy aussi d'ailleurs. Et donc ça, il n'y a pas d'autres investisseurs early stage qui font ça. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est aussi comment les gens posent toujours la question, mais comment vous bossez avec les entrepreneurs? Donc nous, on a une approche un peu différenciée. Je dirais qu'on a un portefeuille un tout petit peu plus concentré que les autres. Ça veut dire qu'on est vraiment all-in si on investit dans une boîte. Moi, je décris ça toujours comme C'est pas du spray and pray. c'est pas du spray and pray. Ouais. Parce que nous, on s'est dit, voilà, c'est énormément de boulot de faire monter une boîte. Vraiment, surtout d'une taille tellement grande. Et deuxième chose, ça prend du temps. Et moi, j'ai toujours, on a une relation WhatsApp avec nos entrepreneurs. Vous m'appelez quand vous voulez, en fait. On se parle de tout, en fait. Quand ça va, évidemment, des sujets business, recrutement, etc., mais aussi quand ça va pas bien, quoi. Quand ils n'ont plus d'énergie, etc. Ça a dû être téléphone rouge pendant. C'est ça, et moi quelques j'adore. années. J'adore ce côté. Les gens me disent toujours pourquoi tu fais du early stage. Je dis c'est le côté humain que j'adore. Ah, ok. Donc ça on fait. Et donc en général c'est assez simple. Les gens qui viennent chez nous, ils recherchent cette relation
Et numéro 2, c'est toujours des gens qu'on a aussi à travers l'Europe, les entrepreneurs qui veulent avoir un grand investisseur fort, international, déjouant. Ils viennent naturellement chez nous. Donc vous lidez plutôt les tours. Oui. Ouais. Tu parlais de l'exit de Wix. Comment ça se passe, vu que vous avez l'objectif d'accompagner le plus longtemps possible ces boîtes pour les faire monter le plus loin possible, le plus haut possible. Est-ce que tu pourrais nous prendre quelques exemples d'investissements et l'exit pour qu'on comprenne quel a été le trigger? Donc, juste les bonnes je boîtes. Je vois ton visage. Non, mais je pense qu'il y a tellement d'exemples, mais je dirais, numéro 1, une bonne boîte ne vend jamais, elle se fait racheter. Et je prends l'exemple de Wix, ils avaient une offre de 400 millions, je crois, dollars. Je ne sais plus quelle année c'était. Mangrove est y allé, a dit, les gars, on croit que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Donc ne vendez pas. Maintenant, il y a des exits. Il y avait Skype, dans le temps, 3,5 milliards, c'était un truc de fou. On ne peut pas dire non à ça, presque. Maintenant, en rétrospective, on se dit, c'est un peu triste. Ça aurait pu être le Google européen. Mais donc là, il faut avoir la discussion et vraiment se poser la question. Je dirais, après, il y a deux scénarios. Il y a une boîte. Imaginez, vous avez une belle boîte qui tourne bien. C'est pas une boîte de méga forte croissance, tech, classique, en fait, ou ce que les marchés attendent d'une boîte tech. Disons 20% de croissance d'année en année, peut-être cash flow positif. Là, il faut se poser la question, et c'est surtout l'entrepreneur qui va prendre la décision. Mais c'est avec les actionnaires qu'on doit discuter. Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que tu as encore envie? Et donc ça, c'est une discussion que nous, et ça c'est important, on a aussi des boîtes un peu plus petites, disons, je sais pas, entre 5 et 10 millions de revenus, mais la croissance n'est plus là. Ouais. Et en fait, si on a un bon investisseur, il va assez tôt mettre le sujet sur la table, parce que ça prend du temps, c'est émotionnel, etc. Ouais. Et de donner le temps à l'entrepreneur d'y réfléchir et de trouver le meilleur chemin. Et ça, comment tu te mets en relation avec les autres investisseurs autour de la table? Parce que dans des cap tables de ces boîtes-là, tu as quand même parfois jusqu'à 10-15 lignes différentes d'investisseurs. Oui, donc, oui, bien sûr. Mais donc, normalement, comme on est un des investisseurs les plus grands, c'est notre responsabilité déjà de mettre le sujet sur la table. Après, on va en discuter avec les autres. Évidemment, je vais les appeler, je vais demander, je vais essayer de les convaincre, etc. Ouais. Mais c'est surtout l'entrepreneur qui doit dire à la fin ce qu'il a envie de faire. Nous, on peut donner du conseil, et ça, c'est tout le métier du VC. Hein. C'est pas notre boîte, et on est juste là pour aider. Ouais. Super intéressant. Merci Yannick. Parce que c'est vrai que j'aborde rarement ce volet-là. Donc, sympa que tu t'en aies parlé avec nous. Alors que la plupart des boîtes, des startups, sont vendues, ne sont pas des big success. Oui, je sais, mais autant en parler, mais il n'y a pas de honte, hein, je veux dire. Ouais. Juste 2-3 boîtes que tu suis en ce moment particulièrement. Alors moi, je t'ai beaucoup vu communiquer sur Cybelle, mais il n'y a pas que Cybelle. Il y a quoi d'autre en portefeuille que tu suis, toi? Il y a des boîtes à tous les stades. Je bosse, je dois faire attention maintenant que j'oublie personne, parce que sinon... non, je dirais il y a des boîtes dans notre portefeuille. Moi, en healthcare, je bosse beaucoup avec une boîte qui s'appelle Flow. C'est une application mobile qui permet aux femmes, en fait, d'observer leur cycle menstruel. Ouais. Exact. Cette boîte est devenue très, très grande. Je crois qu'on a 50 millions d'utilisateurs actifs maintenant. Je me demande si ça se peut, oui. La moitié aux États-Unis, la moitié en Europe. Elle a passé la barre des 100 millions de revenus. C'est une consumer success story qui est assez remarquable. Ouais. Sinon, je bosse pas mal avec des boîtes aussi en B2B. Redpoints, par exemple. C'est une boîte dans laquelle on a investi en 2016, fin ou début 2017. C'est un software qui permet aux marques de gérer tout ce qui est counterfeit, donc tous les produits fake qui sont dans les marchés, sur les plateformes Amazon, eBay, etc., de les enlever automatiquement. Génial. C'est énorme, en fait, l'argent qui est perdu pour les marques. Ouais.
Et après, je dirais évidemment à Paris, Cybelle c'est à Paris, une autre boîte dans laquelle on a investi assez récemment à Paris, c'est une boîte qui s'appelle Sifflet. Un peu plus Comment compliqué. Sifflet C'est ça, Ouais. exact. Et ça, c'est une boîte, par exemple, c'est un bon exemple. On l'a rencontré l'été dernier. On a investi, ils avaient juste un tout petit produit. On a investi, on a lancé le produit au début de l'année. Et là, ils sont arrivés, on a dépassé les millions de revenus assez rapidement. C'est une boîte, c'est du full stack data monitoring. Mm-hmm. Donc, ils te disent, en fait, pour une grande organisation avec l'émergence, en fait, l'explosion des données, s'il y a un souci dans ton data stack. Ça, c'est plutôt deep tech, si tu veux. Mm-hmm. Alors, Et là, après, il y en a d'autres. Ouais, non, mais je J'ai essayé de sortir il faudrait que de j'ai chaque Hans-Jürgen, Marc qui viennent me parler aussi. Comme ça, on ferait tout le portefeuille. Oui, une initiative que vous avez, que je trouve super intéressante, j'aurais aimé que tu nous en parles, c'est la fondation, puisque vous avez créé une fondation hébergée au sein de la Fondation de Luxembourg, qui est une fondation de flux, je me suis renseignée avant. Ça m'aurait intéressé que tu nous en parles et que tu nous expliques pourquoi vous avez créé cette fondation et qu'est-ce qu'elle soutient. Oui. Donc, l'idée de base était assez simple. Voilà, l'équipe avait pas mal de succès avec tout ce qu'est la tech. Et donc, c'était de se dire, it's time to give back. Et si on pense à la philanthropie, on a dit, voilà, nous, on veut amener notre approche d'investisseur aussi dans ce monde-là. Mm-hmm. Donc, si on investit, choisissons des projets, et tout ce qui est... notre label, c'est Women Empowerment ou Sustainability. Et on dit, voilà, on investit dans ces projets, on veut avoir un retour, / des KPI assez précis. Je crois que là, au total, on a investi 1,5 million, les partenaires, et je crois qu'on a 8 millions de co-investissements dans les projets. Canon. Et il y a 10 projets. Top. Au total, et 4 qui ont terminé. Et donc, c'est un ancien membre de notre équipe, Hugo, qui gère tous ces projets. Génial. Écoute, super beau tour d'horizon de Mangrove. Qu'est-ce que vous fixez comme prochaines étapes ? Ouvrir aux US, en Asie, non ? Je sais pas. Non, nous, on reste en Europe et Israël. Ouais. Les Américains me demandent toujours à l'Europe, qu'est-ce qui se passe ? Et ce qui s'est passé depuis que moi, j'ai commencé en 2015, / 2012, mais 2015, donc VC, c'est assez remarquable. On reçoit des dossiers maintenant de partout d'Europe. Et c'est que le début. Si je pense à des pays comme l'Italie, etc., il y a énormément de talent, mais pas encore vraiment beaucoup de boîtes. Je bosse avec quelques collègues là-bas. Ces pays, quand ils se réveillent, ce sera énorme. Mais c'est que vraiment, on voit cet effet boule de neige qui est flywheel effect maintenant. Quand je regarde ce qui s'est passé en Israël, on voit la même chose se passer en France, en Allemagne, dans les pays baltes. L'Espagne a commencé, etc. Et donc, ce sera énorme. En fait, nous, je crois que les 10 prochaines années en tech en Europe seront beaucoup meilleures que les 20 dernières années. Formidable. Bon, super mot de la fin. Non, le mot de la fin, c'est une recommandation de bouquin. Il y a un bouquin que mon deuxième boss m'a recommandé qui s'appelle Good Bad Strategy. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur. Mais j'adore ce bouquin parce qu'il explique comment développer une stratégie quand il y a énormément d'incertitudes. Et l'auteur utilise des exemples excellents, genre quand on a annoncé l'ambition d'aller sur la Lune, comment ils ont développé la stratégie des États-Unis dans le temps pour y arriver, Génial. etc. Moi, j'ai adoré le bouquin et je m'en souviens toujours, donc ça va être bien. Merci beaucoup Yannick, c'était top. Merci à toi, c'était super fun. À bientôt. Bientôt, ciao, ciao. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.